va te faire un paquet d'oseille, hein. Le capital, c'est fou. Ah oui, ça. Les voitures, c'est foutu. Ma boîte, mon histoire, l'émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien. Bienvenue dans Ma boîte, mon histoire avec Benjamin Perry, CEO, cofondateur de Pixo. Salut Benjamin. Salut à tous les deux. Salut Benjamin. Donc c'est la première d'un format qui va se pencher sur les gens inspirants qui se racontent sans se la raconter et qui donc partagent leur format. On adore les blagues. Et j'adore. Ils partagent leur histoire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de t'entendre parler de ton voyage entre toi, il y a quelques années, en entreprise, qui décide soudainement, ou peut-être pas soudainement d'ailleurs, de passer à l'entrepreneuriat et de comprendre pourquoi tu avais ce besoin-là. Et puis après, on posera des questions, ce sera plutôt une discussion. Mais voilà, donc, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Ouais. Et je vais même dire qu'on est tous les deux, Elodie et moi, ravis de t'avoir, parce que je n'ai pas laissé parler Elodie. C'est Pas nul. grave, c'est pas grave. Ouais, mais content d'être avec vous. Pour me présenter rapidement, donc je suis Benjamin Perry. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Pixo et qui permet au secteur notamment de la restauration de sortir des emballages jetables, donc tous les emballages qu'il y a quand on prend à emporter ou quand on se fait livrer, et de les remplacer par des emballages réutilisables, donc qui vont être nettoyés, réutilisés plusieurs centaines de fois si possible. Donc une entreprise à fondation, à ambition impact. Voilà. Est-ce que tu veux que j'enchaîne tout de suite sur mon parcours ou dis-moi tout. Poser des questions, tu sais, pour montrer que quand même Allez, j'ai. qu'il y a une interaction, tout à fait. Non, mais nous, on s'est rencontrés en 2017, c'est quand même ça Ouais. que tu es là aujourd'hui. Nous, on rentrait effectivement de la Silicon Valley et on s'est rencontrés dans une boîte à impact aussi. Ouais, gros impact, grosse valeur, tout à fait, chez BNP Paribas. Ouais. Et il faut quand même que tu précises dans quelle section nous étions, parce que ça y est. Ouais, très bien. Donc on peint vraiment le tableau. Donc Personal Finance, c'était le nom de la filiale de BNP Paribas et c'est la filiale qui gère le crédit conso chez BNP. Voilà, donc c'est en France c'est connu sous le nom de CTLM. Au-delà de la blague, effectivement, et comme ça on rentre dans le vif du sujet, est-ce que c'est le fait de peut-être manquer de sens qui te pousse à ce moment-là? Est-ce que c'est ça qui te dit qu'il est temps que tu mettes à exécution un plan pour régler un problème, ou est-ce Ouais. que c'est Tu avais l'inverse? déjà l'idée avant, est-ce que c'était quelque Ouais, chose voilà, d'avant c'est en ça. tête? Ouais, en vrai, ça fait à peu près depuis la fin du lycée que je sais que je veux entreprendre dans l'impact, que le réchauffement climatique, c'est un sujet pour moi qui me tenait à cœur. En fait, pour la petite histoire, hein, je viens du sud de la France et pendant que j'étais au lycée, il y a la magnifique colline de pins qui était devant ma maison qui a brûlé un été, comme beaucoup d'endroits malheureusement dans le sud-est de la France. Ça a fait un peu un déclic, ça m'a rendu évidemment très triste. C'était la forêt dans laquelle j'allais jouer quand j'étais petit, etc. Et donc je me suis dit, bon, bah, j'ai la chance d'avoir l'opportunité de faire de belles études, de faire ingénieur. Donc, quitte à poursuivre là-dedans, autant que j'essaye de mettre en pratique en quelque sorte ce savoir pour résoudre ce genre de problématiques autour du réchauffement climatique et de l'environnement. Euh, En sortie d'école, j'ai monté une première startup qui n'était pas forcément là-dedans, qui était dans le stockage intelligent de données, qui était super, qui s'appelait Moore, mais que j'ai quitté parce que je m'entendais pas forcément avec le fondateur et c'était pas forcément proche de mes valeurs, hein, c'était surtout pour me pencher dans le monde de l'entrepreneuriat, comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et j'ai rejoint BNP déjà parce que j'étais fauché. J'avais plus un sou après cette première expérience parce que l'entrepreneuriat, on n'en parle pas assez, mais ça coûte beaucoup d'argent. Euh, Globalement, le projet me plaisait bien chez BNP. C'était pas forcément pour la filiale hein, que j'ai rejoint le BNP, c'est parce qu'ils m'ont littéralement proposé à mon jeune âge, moins de 25 ans quand même, de cofonder le programme d'intelligence artificielle de la filiale, ce qui était top. Et en plus, j'avais fait de la data juste avant. Je sais que la data peut être un enjeu un peu vital même pour l'environnement et l'écologie. Ça peut vraiment débloquer beaucoup de situations. Donc, ça m'intéressait d'approfondir ça dans une entreprise qui plus est me payait pas trop mal en CDI. Mais effectivement, en fait, ce qui m'a fait peur et ce qui m'a fait un déclic un peu violent, c'est que je me suis senti m'enfoncer dans le salariat. Mais vraiment, je l'ai senti et c'est un peu au moment où on se rencontrait avec Elodie, c'est-à-dire que on discutait avec Elodie en off des ateliers qu'on faisait ensemble pour la boîte et je lui parlais de plein d'idées de boîtes que j'avais. Et en même temps, je sentais que j'étais dans mon confort et que j'étais bien et que ça se passait bien. Et puis je faisais des workshops un peu d'innovation au sein de BNP.
Et en vrai, ça m'a fait très peur. Je me souviens de ces conversations où à la fois on était sur des choses, alors c'était rigolo parce on avait une idée d'application qui était la même, mais on avait quand même 10 ans d'écart. Ouais, Donc toi, tu pouvais la lancer. Moi, c'était en revenant d'un crash de la Silicon Valley, c'était plus chaud, mais de gamifier les habitudes justement qui permettaient de rendre, bah, voilà, de trier, d'utiliser des ressources qui produisent pas de carbone, etc. Enfin, il y avait plein d'idées. On avait beaucoup d'idées finalement en commun, donc on était quand ouais. même et toi, tu bossais déjà plus ou moins sur ce projet parce que certes, tu étais chez BNP dans un grand groupe, etc. Mais derrière, tu étais aussi un peu dans le côté, pas dark web, mais des communautés. C'est toi qui m'as fait découvrir Discord, je crois, d'ailleurs, la première fois. Je me dis, c'est quoi ce réseau social, le cauchemar tout noir, où il y avait déjà pas mal de choses. C'était quand même un peu underground dans ce milieu entrepreneurial de l'impact. Bah, en fait, ce que je voulais faire, c'était essayer de garder justement un peu pied dans l'entrepreneuriat et éviter le glissement trop facile dans le salariat. Donc, effectivement, je bossais sur pas mal de trucs à côté. Je me rendais à beaucoup d'événements. J'étais dans des communautés, effectivement, qui bossaient sur ces sujets. J'avançais sur les projets. Mais d'un côté, j'avais du mal à voir le passage à l'acte. C'est-à-dire que je cherchais des métriques toujours plus absurdes pour me dire, bah, allez, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai mis de temps de côté, etc., je me lance. Alors qu'en fait, ça n'a pas trop de sens. Et notamment, à un moment, je m'étais dit, bon, allez, ce que je vais faire, c'est je vais faire mon emprunt immobilier, comme ça, j'aurai ma maison, et puis après, je me lancerai, comme ça, je vais sécuriser. Et là, je me suis dit, ok, mais en fait, on a encore pour 10 ans, quoi. C'est- Ça n'a aucun La sens. première étape, c'était de rembourser même pas ton crédit, toi. Tu me disais, ma copine a un crédit Ouais, étudiant, je peux pas quitter ouais, cette boîte. J'étais là, ouf. Mais cela dit, ce genre de barrière, on le retrouve encore aujourd'hui quand on accompagne des gens qui, à 40 ans, font une petite crise de la quarantaine, légitime ou pas, mais se disent, tiens, allez hop, c'est bon, j'ai fait ma vie, j'ai ma femme, enfant, crédit payé, première maison, donc je peux y aller. Et c'est assez rigolo parce que c'est finalement une barrière mentale qu'on a peut-être tous, hein. Donc, comment tu fais à ce moment-là pour la faire péter? C'est ça le truc. Il y a un moment, déjà, t'es pas parti tout seul dans Pixo. Donc, est-ce que le fait d'être deux, ça aide ou pas? Est-ce que ouais. toi qui es moteur à ce moment-là, comment ça se passe? Déjà, c'est Bah, cool en de fait, partir. Ouais. ouais, bah, en fait, ça s'est enchaîné effectivement assez vite. Les micro-événements, en quelque sorte, qui m'ont fait passer le cap. Donc à peu près tout dans l'été 2018. D'abord, il y a François, donc mon associé actuel, qui me contacte, on était potes de promo, qui me contacte et qui me dit, bah, je sais que tu as bossé avec des startups, que tu as même monté un truc, etc. Je viens de quitter McKinsey pour entreprendre dans le zéro déchet. Voici les business models que j'ai, aide-moi à les challenger. Donc on commence à discuter là-dedans et je me dis, putain, il l'a fait quoi. Déjà, ça challenge un petit peu, tu vois, tu Ouais, te dis, un bah, petit peu. lui, À côté il y de- est allé quoi, il n'y a pas eu de problème, il s'est pas posé de questions, il y est allé. Deuxième truc, c'est une réunion d'anciens de mon école, mais complètement off, hein, voilà, dans un bar, machin, et où il y en a une qui vient me voir de ma promo et qui me dit, donc j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus, ça l'a fait rire, et qui me dit, mais complètement au hasard, ah, mais t'es encore en CDI chez BNP, j'étais sûr que de la promo, tu serais le premier à entreprendre. Et là, ouf, ouf, les deux flèches en plein cœur, un petit coup dans l'ego, et c'est marrant parce qu'elle se souvenait pas du tout de m'avoir parlé de ça, et moi, ça me marque encore aujourd'hui. Et le dernier qui a fait le déclic final et le fait que j'ai posé Madeleine, c'est Nicolas Hulot en août 2018 qui a démissionné du gouvernement Macron en grande pompe, hein, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et là, je me suis dit, bon, allez, si lui, il n'y arrive pas, si lui, à son échelon, il est incapable de faire les choses et il fait un aveu d'échec, là, il faut plus attendre, quoi. Ça sert à rien d'attendre, c'est absurde. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai la chance d'avoir un bon diplôme, j'ai la chance de facto d'être dans un certain confort de vie qui m'est offert. Donc, bon, bah, faut y aller. Et si c'est pas moi qui le fais, il y a personne qui va le faire, quoi. Voilà. Et donc, ouais, super. Et donc là, en fait, on va sauter un petit peu des étapes parce que le lancement d'entrepreneuriat, les écueils, les embûches, les difficultés de départ, je pense que ça, c'est un petit peu le lot commun de tous ceux qui se lancent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté quête de sens. Est-ce que justement, quand on est motivé, que c'est moteur vraiment, que c'est impact driven, comme je ne sais pas comment dire en français, bref. Est-ce que très vite on s'y retrouve? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, face à l'urgence de ce que tu veux régler, face au problème que tu règles, est-ce que l'entrepreneur euh, a les moyens, a le même temps que l'urgence? Est-ce qu'aujourd'hui, le sens suffit ou est-ce que tu te dis que finalement, il faudrait que ça aille plus, évidemment qu'il faudrait que ça aille plus vite, mais je ne sais pas si ma Mais question ce est que claire. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire.
Parce que le sens, c'est bien, évidemment. Mettre en pratique, Est-ce que il ça faut. suffit, en fait? Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que tu as le temps est-ce que tu es à la même vitesse, quoi? Ouais. Alors, non. Non, malheureusement, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on peut faire. Mais au-delà de ça, ce qui est très perturbant et auquel je m'attendais absolument pas, c'est-à-dire que je savais que j'allais pas du jour au lendemain résoudre tous les problèmes de la Terre et que ça se passerait très bien. Il n'y a aucune startup qui a surperformé, même en dehors de l'impact, au point de modifier des habitudes à l'échelle mondiale. Donc voilà, pas aussi rapidement en tout cas. Donc je savais que ça allait prendre du temps, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est c'est à quel point entreprendre dans l'impact, c'est se rajouter 1000 contraintes. C'est-à-dire que entreprendre de base, c'est pas facile. Entreprendre en dehors de ce que parfois on appelle l'entrepreneuriat 101, c'est-à-dire les systèmes de plateforme qui sont un peu les systèmes pas simples, c'est pas du tout pour minimiser ce qu'ils font, hein. Il y a des plateformes qui sont absolument géniales, mais qui, disons, se testent très rapidement et très vite, on peut itérer sur un produit et aller assez vite. Déjà, nous, on n'était pas là-dessus, on n'était pas sur l'entrepreneuriat simple, mais en plus, rajouter la step impact, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un impact positif sur la planète et on n'aura pas le choix dans nos pivots, dans nos changements d'orientation, que de rester dans un segment d'environnement friendly et d'impact, c'est compliqué. Notamment parce qu'il y a un énorme biais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat impact, qui est que tu parles de ton projet autour de toi, à tes potes, à tes amis, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et il y a tout le monde qui va te dire: ah, mais c'est génial ce que tu fais, ça sauve la planète, ça économise plein de déchets, c'est trop bien. Ah, mais moi, si tu sors ça, bien entendu, je vais m'en servir, etc. Et quand tu sors le produit et que ça leur a posé une micro-contrainte sur leur quotidien, mais tu perds tous ces gens-là. Et ils vont trouver 1000 excuses qui seront tout à fait valables, et c'est à nous maintenant de faire évoluer le produit pour que ça contrecarre ces excuses-là. Mais en fait, tu as un énorme biais de réception, de benchmark qui se passe, où en fait tu touches aux valeurs des gens, et les gens, ils vont parler d'abord avec leurs valeurs, ils vont dire c'est génial. Mais dans l'exécution, dans les faits, ça va jamais fonctionner comme tu veux. Et ça, c'est très compliqué. Et malheureusement, il y a peu de segments, de secteurs de l'impact qui ne sont pas concernés par ça. Donc, on peut en lister certains, par exemple Too Good To Go. Bah, c'est super parce qu'en fait, ça a une valeur ajoutée en dehors de l'impact. C'est-à-dire que ça évite le gaspillage alimentaire, mais ça permet de faire du chiffre d'affaires pour les restaurants et les épiceries qui n'auraient pas fait autrement. Et ça permet pour les consommateurs d'acheter des produits moins chers. Donc, win-win-win, tout le monde y gagne, ça fonctionne. Back market, c'est pas mal aussi dans le genre. Back market, tu as le côté reconditionnement, mais ce qu'ils ont mis en avant pendant très longtemps avant de aujourd'hui marteler un peu plus sur l'impact, c'est le côté, bah, tu achètes en fait moins cher des produits qui sont quasi neufs, qui ont été reconditionnés. Et donc ça parle pas mal. Mais tu as des segments comme les voitures électriques, par exemple, pour pas citer Pixo, hein, on va éviter de parler que de nous, mais comme les voitures électriques, par exemple, où en fait, il y a pas grand monde qui gagne là-dedans. Une voiture électrique, c'est outrageusement plus cher qu'une voiture à essence. Et c'est horriblement plus chiant à utiliser. Tu dois réfléchir à tes trajets, où est-ce que tu vas recharger. Tu peux pas faire autant de kilomètres que tu veux. Il n'y a pas des bornes partout qui existent. Et du coup, bah, la motivation qu'il faut pour s'acheter une voiture électrique avant des interdictions ultra strictes de la loi, c'est infernal. Et du coup, tu te rends compte que quand tu entres dans l'impact, en fait, bah, tu te rajoutes des contraintes de malade, quoi. Et ça, c'est un peu chaud. On était revenu des États-Unis avec des formes de petites phrases toutes faites, mais assez rigolotes et qui font écho un peu à ça. C'est par exemple, si tu veux que les gens adhèrent à ton truc, il faut soit que tu leur fasses gagner de l'argent, soit que tu leur fasses faire des économies, soit que tu touches à leur santé. Et effectivement, ça, c'est des trucs qui sont plutôt faciles. Mais dès que tu sors de ça, et en l'occurrence, on va parler de tes contraintes à toi, tu es en train de dire que finalement, s'il n'y a pas un truc coercitif plus fort, plus haut, de type les lois, tout simplement. Bon exemple, aujourd'hui, avec les 2 roues thermiques qui, dans Paris, payent une fortune. Enfin, moi, je croisais des gens qui me disent, je Oui, peux plus depuis un mois, tout le monde se jette sur les 2 roues ça me électriques. coûte plus cher de garer à Paris que mon salaire à la journée à bosser. Non, mais c'est devenu... Putain, la vache. Non, mais c'est dingue. Des petites exagérations. Bah, écoute, c'est Mais un vient de mec Marseille. non, c'est vraiment le mec d'un magasin de moto qui m'a dit ça. Il me dit, on n'a plus personne en thermique, ce n'est plus possible, ça coûte vraiment trop cher de se garer. Les PV en plus sont énormes aussi, et donc ils poussent le thermique, enfin l'électrique comme ça, ils le rendent finalement obligatoire et tu y passes parce que tu n'as pas le choix. Et donc, en fait, il y a l'école de ceux qui disent que la tech va finalement résoudre tout ce problème. Je crois que tu n'es pas exactement, tu es plutôt dans la ligne de Jean Covici et un peu sceptique par rapport à ça. Et il y a ceux qui disent, s'il n'y a pas la coercition de l'État ou d'une instance supérieure, on ne peut pas y arriver. Quel est vraiment le cheminement pour des boîtes comme Pixo aujourd'hui? Ouais, bah en gros, pour reprendre l'exemple de la voiture électrique,
Effectivement, tu as deux possibilités. Soit tu as les lois qui arrivent de plus en plus sur le secteur électrique. Maintenant, il y a la fin programmée des véhicules essence en Europe, hein, donc voilà, les constructeurs n'ont pas le choix, ils savent qu'ils vont devoir bombarder. Soit tu attends tranquillement que les lois se fassent, ou tranquillement, tu peux faire du lobby aussi, hein, mais en tout cas, tu fais en sorte que ce soit les lois qui te créent ton marché. Soit bah, tu fais Tesla. Tesla, ils ont complètement hacké le système, hein. À l'époque où ils ont sorti leur voiture, les lois n'étaient pas encore là, il y a tout le monde qui leur y est au nez. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont ramené la voiture électrique dans bah, les segments dont tu parlais, c'est-à-dire un avantage consommateur. L'avantage consommateur dans Tesla, il est un peu double. Le premier, c'est que c'est une voiture de luxe. Les premières qui sont sorties, en tout cas, non, ils essayent de diminuer la gamme, mais les premières qui sont sorties, c'était des voitures même hyper luxe. Ce qui fait que voilà, tu as un gain social, un gain de société, c'est un objet qui te montre ton statut dans la société. Et le deuxième, c'est que tu avais l'effet communauté. C'est-à-dire que tu avais vraiment une communauté très forte des détenteurs de ce Tesla, qui était soutenue par pas mal de features qui servent pas à grand-chose, honnêtement, dans les Tesla, mais qui en fait créent un peu des petits trucs où les gens se disent ouais, c'est différent, c'est autre chose, et du coup, qui renforcent la communauté. Et du coup, ils ont un peu hacké le marché comme ça. Donc, tu te crées une niche sur laquelle tu peux faire évoluer ton produit en attendant les lois, parce que ce qui pousse aujourd'hui Tesla, ça reste la loi quand même. Et le premier gros chiffre d'affaires de Tesla, d'ailleurs, c'était plutôt grâce aux lois que grâce à la vente de leurs véhicules. Donc, pour les sujets comme nous, ouais, moi, je pense que la tech peut t'aider à faire pas mal de choses, donc à créer ces communautés, à un peu hacker le système et à te créer des niches, et c'est top. Et je dis pas qu'il faut pas faire de tech mesurée, parce que parfois, je pense que certaines solutions qui se présentent un peu comme impact sur le marché nécessiteraient peut-être une analyse de cycle de vie pour vérifier que leur solution ultra tech n'est pas pire que le problème existant, hein. Mais mine de rien, ouais, in fine, c'est quand même la loi qui va faire évoluer ça, parce que on est dans un monde où les consommateurs, ils veulent de la facilité, ils veulent du moins cher, ils veulent du rapide. Et généralement, c'est tout l'inverse de ce qu'on propose en écologie. L'écologie, ça a tendance à être plus cher, mais aussi parce qu'il n'y a pas les effets d'échelle, certes. Mais en tout cas, de facto, aujourd'hui, c'est un peu plus cher. C'est généralement un petit peu plus contraignant. Sur les emballages jetables versus réutilisables, il n'y a rien de plus simple qu'un emballage jetable, quoi. Tu l'utilises, tu le balances dans la poubelle qui est juste à côté, et des poubelles, il y en a partout dans la rue ou chez toi. C'est ultra simple. Va contrecarrer ça avec un emballage que tu dois ramener à un point précis pour qu'il puisse être collecté et réutilisé. Enfin, à un moment, et t'as pas le choix. Tu peux te dire, bah, je vais faire de la tech pour que, en fait, il y ait des livreurs Deliveroo qui viennent collecter les emballages sales chez les gens et qui les ramènent dans le circuit, comme ça les gens n'ont pas à se déplacer. Ouais, mais qui paie ça? Qui va payer ce service-là? Donc, en fait, tu as un peu ce côté où je pense que la loi, effectivement, va être nécessaire sur tous ces pans de l'écologie, et c'est la tendance actuelle de toute façon. En revanche, la tech peut rendre les choses plus simples pour le consommateur, peut lui apporter d'autres valeurs ajoutées qui l'entraînent de manière un peu plus smooth dans ses nouveaux usages, quoi. Mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Et tu penses que la loi va pas aussi aider à inscrire de nouvelles habitudes et faire que finalement, il y aura peut-être d'autres choses qui ne seront pas forcément légiférées, mais qui vont s'imposer comme une évidence? Tu penses à quoi, par exemple, si Non, mais je pense à ce que vous faites chez Pixo. Je pense qu'aujourd'hui, on mange tous dans des contenants jetables, mais je pense que la loi va imposer effectivement que ça change, mais que dans 2, 3 ans, on pensera même plus, enfin, je pense que nos enfants se souviendront plus avoir mangé dans ces contenants jetables, et que ça leur viendrait même pas à l'idée. Tu vois, il y a des Mais choses comme la comme fin ça, des tu vois. espaces fumeurs dans les restaurants. Voilà. Mais enfin, c'est quand même à l'origine la loi. Et ce que je veux dire, c'est que ça crée quelque chose qui devient une évidence Oui, mais normale. Et Tout à fait. guidé par la loi. Et c'est le problème, c'est que si La transition est difficile, c'est ça. Ouais. La transition est difficile, et c'est là où les startups comme nous peuvent aider à la rendre un peu plus smooth. C'est ce qui va faciliter aussi la vie des législateurs pour mettre en place ces lois, parce qu'ils savent que ça va pas être manifestation dans toutes les rues, parce que bah, justement, il y a des solutions qui existent, qui sont là pour rendre les choses plus simples et pour créer des avantages consommateurs, hein. Je le redis, le métier premier de Pixo, en fait, c'est pas juste de faire du réemploi, c'est de créer les avantages consommateurs autour du réemploi. C'est ça notre métier. C'est quoi là? En fait, ça va me Et permettre de te tendre un petit peu la main parce que je ne veux pas prendre trop de ton temps. Justement, tu dis ce métier-là, et est-ce que tu peux je vais te laisser terminer évidemment, mais est-ce que tu pourras ensuite nous emmener vers la vision de ce que pourrait être Pixo dans 4-5 ans, justement, dans ce cadre-là, avec tous les avantages que ça pourra permettre? ouais, tout à fait. Bah, justement, nous, donc, le métier, c'est de faire en sorte que déjà un consommateur, quand il rentre dans un restaurant qui possède notre solution, donc qui peut proposer une vente à emporter, par exemple, dans des emballages réutilisables, mais qui a toujours les emballages jetables, que le consommateur, il ait envie, à ce stade-là, déjà de choisir le réemploi.
Ça paraît bête comme ça, mais c'est relativement compliqué parce que le consommateur, il est là juste pour prendre à manger pour sa pause déj, après retourner en réunion. Donc, c'est un peu dur de le driver à ce moment-là. Et ensuite, une fois qu'il a choisi notre solution, bah, qu'il ramène son contenant, déjà, le motiver à ramener son contenant réutilisable. Il y a des manières un peu bêtes et méchantes de faire ça, comme les systèmes de consigne. En gros, tu ramènes pas ton contenant, on prend de l'argent. Bon, effectivement, mais on t'a amélioré ton parcours utilisateur. Enfin, on n'a pas du tout amélioré, on te l'a mis à zéro, quoi. On t'a encore plus détérioré finalement ton parcours client. Donc, c'est plutôt, comme on le dit souvent, c'est qu'il ramène son contenant réutilisable au point de collecte, mais avec le sourire. En gros, il soit content de le faire, il y ait gagné quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et c'est là où on met tous nos efforts, donc adoucir le parcours client. Il y a des manières simples de faire ça, des systèmes de reward où on fait gagner des points, etc. Tout ce que font beaucoup de startups de manière générale. Donc, où on dépense un peu d'argent pour que le consommateur il gagne quelque chose et il obtienne des discounts dans les restaurants partenaires, tout ça. Il y a des choses un peu plus complexes, un peu plus alambiquées qu'on fait. Je ne peux pas rentrer dans le détail ici parce que ça serait un petit peu long, je pense, mais l'idée c'est que l'infrastructure du réemploi, qui est une infrastructure physique assez chère, hein, il faut des contenants réutilisables, il faut des collecteurs, il faut des centres de lavage. Bah, au lieu que ce soit des startups comme nous qui dépensions cet argent pour le créer, en fait, c'est qu'on en fasse un bien commun qui est possédé par les citoyens, donc les utilisateurs eux-mêmes, ce qui fait qu'un utilisateur, du coup, a un intérêt économique à ce que le réemploi fonctionne. Ce qui change complètement le mindset du système. Tu as un intérêt à pousser tes amis, ta famille à utiliser le réemploi parce qu'en fait, tu gagnes de l'argent. Mais ta famille aussi peut gagner de l'argent parce que tu peux les entraîner dans le système. Donc ça, c'est un peu ce sur quoi on travaille. Et du coup, bah, la bonne question, effectivement, c'est dans 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que dans 5 ans, notre but, c'est de connecter un peu toute l'infra du réemploi. En gros, une chose que j'ai pas dit, c'est tous les contenants réutilisables qui circulent par Pixo sont connectés. Ils ont un identifiant unique qui est porté dans l'extrême majorité des cas par un QR code. Il y a quelques cas de clients qui le font avec des puces RFID parce qu'ils ont d'énormes volumétries, donc c'est beaucoup plus pertinent pour eux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on doit scanner ce contenant tout au long de la supply chain. Quand il est distribué, collecté, transporté, lavé, etc. et en stock. Notre but avec ces données, bah, c'est déjà de nous assurer que les contenants qu'on a distribués, on les facture bien au resto. Quand un restaurateur donne un contenant à un consommateur, il faut bien qu'on lui facture l'usage de ce service. Mais aussi être sûr que quand le consommateur a ramené son contenant, bah, il l'a effectivement bien ramené et qu'on peut le récompenser, qu'on peut faire tout ce genre de choses-là. Donc nous, demain, en fait, on va devoir être une énorme plateforme de données qui a des points de connexion avec l'intégralité de l'écosystème du réemploi partout en France et dans tous les pays où on sera déployé pour choper toute la donnée de tous nos contenants réutilisables. Certainement, ce qu'on... Juste, c'est que ça fait quand même un retour en arrière sur le fait, voilà, data au départ. Ouais. Vous Ça pouvez a Les eu- chefs font pas des Non, mais il choses. a quand même eu Ouais, c'est ça. La data est toujours au cœur du truc, mais la data est super intéressante dans ce qu'on fait. Ça permet de mesurer aussi l'efficacité environnementale de notre système. On sait les kilomètres que parcourent nos contenants, on sait la durabilité qu'ils ont, le nombre de fois qu'ils ont été nettoyés, donc le nombre d'emballages jetables qu'ils ont évité. Donc la data est vachement intéressante dans ce qu'on fait, au-delà du côté où je suis un peu fan de la data. Donc on sera connecté à tout ça et on sera systématiquement l'interface au consommateur. Quoi qu'il arrive demain, on essaye de faire en sorte, par exemple, que les systèmes de consigne, parce qu'on a toujours des systèmes de consigne, passent par exemple par la carte bleue directement et qu'il n'y ait pas forcément besoin d'une application pour ça. Mais demain, quoi qu'il arrive, il va falloir un opérateur comme nous qui pilotions ces transactions financières et qui vont dire à Mastercard ou un autre, bah, là t'encaisses pas, là on a piloté le consommateur, on l'a informé. Donc tout ça, ça va être aussi notre rôle. Et il va y avoir donc la dernière surcouche qui est le reward. Donc je pense que demain, soit avec notre programme de reward de points actuels avec les discounts et on va le pousser à grande échelle et on le fera pas que sur la restauration, on a bien sûr des visées sur les autres types d'emballages, donc dans le retail, dans tous les produits de grande consommation finalement, et donc continuer à aider les consommateurs à leur faciliter le geste avec ces programmes de reward. Soit si tout se passe bien avec ce financement de l'infrastructure dont je parlais, peut-être que ça sera aussi ça qui va prendre le dessus et les gens, on va posséder en fait l'infrastructure du réemploi, mais indirectement parce que Pixo sera un intermédiaire de cette infrastructure qui sera en fait possédée par les citoyens. Et est-ce que tu penses, dernière question, est-ce que tu penses que justement le législateur à ce moment-là aura un rôle qui sera plus de standardiser au niveau européen peut-être et de peut-être de faire de réguler un petit peu ce jeu de concurrence qui risquerait même s'il se consolide, de devoir émerger plein d'opérateurs et que ça crée un peu plus de bazar que ça ne règle le problème. Et justement, est-ce que vous, dans cette course-là, vous n'avez pas un petit peu l'envie de devenir l'étalon de valeur, le standard Ouais. C'est le scénario idéal forcément. Mais là-dessus, je vais reprendre un peu un truc qu'a dit justement Jean Covici, on en parlait tout à l'heure.
aux universités d'été de l'économie de demain, organisé par le mouvement Impact France. Et donc, il s'adressait à plein de dirigeants et d'entrepreneurs à impact, hein. Et il disait, bon, bah, d'un point de vue loi et légal, si on était dans une dictature, je vous dirais à tous, là, tous les dirigeants, attendez ou poussez des lois, et puis après, vous aurez un marché pour développer votre produit. Sauf qu'on est en démocratie. Et en démocratie, ça fonctionne rarement comme ça. La loi vient une fois que des entreprises privées, donc des groupements d'intérêts privés, ont lancé des choses et ont besoin de la loi en soutien pour continuer à avancer. Donc son argument, c'était un petit peu, vous n'avez pas le choix, il va falloir partir avec votre bâton de pèlerin et vous confronter à tous les enfers d'entreprendre dans l'impact, hein, et ce dont je parlais tout à l'heure, y aller, montrer que c'est possible, et ensuite arriver avec des use cases qui fonctionnent au niveau du gouvernement en disant, regardez, les gens, ils sont contents. Regardez, justement, j'ai fait en sorte que les citoyens possèdent l'infrastructure du réemploi, ils gagnent de l'argent, ils sont contents. Arrivez avec tout ça, et j'ai besoin de vous, législateurs, pour m'aider maintenant à passer à grande échelle, ou alors, justement, pour éviter que ça devienne un enfer de concurrence qui finirait par éventuellement détériorer le marché. Donc, il y a peut-être des appels à projets, etc. La concurrence est toujours nécessaire, hein. Quand je parle des marchés de winner takes all, je parle souvent de Mastercard et Visa, mais justement, il y a Mastercard et Visa. Monopole naturel, c'est rare que ce soit bénéfique, mais en quelque sorte, voilà, il faut que le législateur ensuite encadre un peu pour nous aider à scaler dans ces marchés qui sont un peu complexes, qui ont besoin d'un soutien étatique final. C'est pas un risque. Par exemple, quand Apple décide de changer, tu vois, une règle sur l'Apple Store, ça met au tapis plein de startups. Est-ce qu'aujourd'hui, la régulation sur l'impact, ça peut avoir des risques pour des startups? Ouais, bah ça va en tuer peut-être certaines. Et c'est là où nous, notre but, c'est d'essayer de montrer, au moment où la législation deviendra un peu plus stricte, quel est le meilleur modèle, en fait. Et aussi bien en termes d'impact qu'en termes d'usage des consommateurs et de transition pour le consommateur, et que ce soit ce modèle qu'ils entérinent, forcément. Alors, ceux qui ne seront pas sur ce modèle, du coup, bon, bah, ils auront le choix juste de changer, de basculer dessus. Ça, bien, pas bien, ça dépend de votre bord politique finalement. Mais globalement, c'est un petit peu ce qui va se passer. Ça tuera peut-être des projets. Nous, c'est pas forcément un risque. On a espoir, en tout cas, d'avoir la bonne vision pour notre marché et de savoir comment l'entraîner. Donc, cette vision de, faut pas juste mettre des contraintes sur le consommateur, faut qu'il gagne quelque chose et que ce soit la chose qui s'impose un peu, et voire même que ce soit ensuite répliqué à d'autres secteurs de la transformation écologique qui pourraient utiliser les mêmes méthodes pour s'accélérer un petit peu. Dernier petit mot, tu as besoin de quoi, toi, à la fin 2022, en tant que CEO de Pixo, pour que ça aille dans la bonne direction et plus vite? Ouais, bonne question. Globalement, nous, on a une loi qui nous aide déjà pas mal, hein, qui s'appelle la loi AGEC, qui interdit à tout restaurateur, lorsqu'il fait de la restauration sur place, hein, de le faire dans des contenants réutilisables à partir du 1er janvier 2023. La plupart des restaurants, c'est déjà le cas, hein, assiette en céramique, couvert en inox, tout ça. Mais chez les fast-food, par exemple, bah, c'est tout en jetable. Donc c'est une énorme transition qui a vraiment boosté tous nos business, hein, nous, mais nos confrères aussi, parce qu'on s'est mis à travailler avec ces énormes chaînes multinationales pour les aider à faire cette transition. Le hic, c'est que pour l'instant, le seul écho du gouvernement, c'est plutôt certains lobbies, que je ne vais pas nommer ici, qui disent mais c'est impossible, c'est trop compliqué, vous allez tuer le secteur. Et le risque pour nous, ce serait que la loi prenne plus de temps à être réellement appliquée. Du coup, d'ici fin 2022, un de nos objectifs à nous, c'est que le gouvernement entende qu'en fait, c'est possible. On l'a fait. Donc, c'est possible. C'est difficile. Attention, hein, on travaille avec les plus grandes chaînes et ce serait complètement mentir de dire que c'est une transition simple. Ça leur a coûté littéralement des millions d'euros. Donc, c'est compliqué, mais c'est possible. Et en revanche, c'est une super bonne étape pour avancer dans cette direction-là. Et en plus, pour une fois, la France est précurseur sur un truc qui est game changer à l'échelle mondiale. C'est le premier pays à avoir mis une telle loi en place qui aujourd'hui est en train d'être copié à l'échelle mondiale. Il y a même des États comme la Californie qui sont en train de copier le modèle français. Donc, ça serait dommage qu'on revienne en arrière alors que finalement, maintenant, d'autres pays vont se lancer. Et donc, mon objectif, c'est vraiment que cette loi soit appliquée, voire même renforcée avec une roadmap un peu plus long terme dessus. Super. Merci beaucoup. Et juste pour conclure, pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer dans un sujet à impact. À impact. N'y allez pas. Bah, nous, on pense... Si, faites-le. Non, mais nous, déjà, nous, tous les projets qu'on accompagne, s'ils n'ont pas d'impact, on n'y croit pas. Donc, non, mais c'est ça. Maintenant devenu tous les projets, voilà, en 2017, c'était ce qu'ils Mais faisaient. c'est bienvenu quand ça vient de quelqu'un qui toi, le vit. Voilà, c'est quoi tes conseils aujourd'hui pour se lancer, pour réussir?
Ouais, non, non, il faut le faire, hein. Je vais pas te dépeindre un tableau qui est uniquement noir. C'est compliqué, mais il faut le prendre comme un défi, hein, bien sûr. C'est un défi intellectuel de tous les jours, mais c'est franchement génial. Si vous aimez un peu être combatif, c'est des challenges intellectuels permanents. Et l'avantage que ça a peut-être par rapport à d'autres potes entrepreneurs que j'ai, qui sont pas du tout dans les sujets impact, des projets géniaux, hein, mais qui n'ont rien à voir avec l'impact, c'est que l'entrepreneuriat, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est compliqué. Et il y a des ascenseurs émotionnels de dingue. Et dans les moments où on est vraiment down, qui peuvent parfois durer plusieurs semaines, faut pas se le cacher, l'avantage quand on fait de l'impact, c'est qu'on sait pourquoi on se bat. Et on se bat pas juste pour s'enrichir ou pour créer un truc qui va permettre à d'autres gens de s'enrichir. On se bat parce qu'on est sur un sujet qui est game changer vraiment dans les 10 prochaines années, 20 prochaines années. Le jour où il y a du réemploi partout, on sait que nous, on y aura contribué, qu'on aura été les précurseurs. Et même si peut-être Pixo ne fonctionne pas demain et c'est notre entreprise qui a pris le dessus, c'est pas grave. On aura montré la voie, on communique avec tous les autres acteurs qui font du réemploi dans le monde. C'est un petit milieu, l'impact, généralement. Donc, il y a quand même ce sentiment d'appartenir à quelque chose de fort qui va avoir des impacts sur les générations à venir et bon, même sera dans les livres d'histoire peut-être un jour. Et ça, c'est vraiment un truc qui aide à se lever le matin, de se dire, bon, bah, c'est compliqué, je me prends des murs tous les jours, mais je sais pourquoi je me bats, et même si je me plante, bah, j'aurais fait au moins un tout petit peu avancer cette cause-là. C'est vraiment bien. Mais par contre, le conseil que je donne à tout entrepreneur à impact, c'est, que j'ai mentionné un peu plus tôt aussi, c'est attention à vos benchmarks initiaux avant de vous lancer. C'est pas parce que quelqu'un, même 100 personnes vont vous dire c'est génial ce que vous faites, trop bien pour la planète, ça va forcément marcher, etc., que ça va marcher. Si vous ne cochez pas une des cases que mentionnait NH sur ce qui fait un vrai marché, donc faire gagner de l'argent, faire économiser de l'argent, faire gagner du temps, faire de la santé, etc., vous allez en chier un petit peu. Donc, il faut toujours trouver des vecteurs parallèles, ces petits hacks qui font que vous allez au moins avoir une niche sur laquelle vous développez parce que vous leur faites gagner quelque chose en dehors de leur valeur environnementale. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir tout de suite ça en tête pour pas tomber dans des biais de développement produit un peu trop rapide sur des bases de on-dit et que quand on se met dans l'exécution et qu'on a apposé la fameuse contrainte au consommateur, et bah là, on les perd tous et c'est un petit peu difficile à rattraper. Sachant que du coup, ce que tu dis, en fait, c'est que la valeur sociale que représente l'impact, elle n'existe pas encore vraiment. Non, Tellement fort. ouais, en fait, bah, ça marche bien quand tu fais des médias, par exemple, pour créer des communautés, ce que font très bien certains entrepreneurs à impact, hein. Par exemple, donc, Maud Caillot de Green Gods le fait merveilleusement bien. Pour créer des communautés, ça fonctionne super bien. Thomas Wagner de Bon Pote, pareil. Bah, là, tu touches sur les valeurs et les gens n'ont rien à faire plutôt que apprendre de toi, lire tes posts, etc. et s'enrichir. Donc là, ça fonctionne très très bien. Le passage à l'action, si ton produit coûte plus cher, s'il est plus compliqué, etc., wow, là, ça devient vraiment compliqué et il faut songer à d'autres added value finalement pour le consommateur, qu'il ait quelque chose à y gagner, ou alors juste parier sur certaines lois que vous avez repérées qui vont arriver et qui, du coup, vont porter votre marché, quoi. Ok, super. Merci Merci infiniment beaucoup, pour Benjamin. cette première. C'est quoi? C'est dans la boîte? Non, c'est pas dans la boîte. Si, c'est c'est dans la boîte, mais c'était ma boîte, mon histoire. Alors, ça fait un petit peu France 3, c'est ma boîte, mon histoire. Ouais. Ça fait un peu ça, c'est le truc de Gutenberg. d'art, là, d'art. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Merci, Ben, c'était Bonne cool. chance pour la Merci. suite. Merci à tous les deux. Salut. Tu peux te faire un paquet d'oseille, hein. Le capital, c'est fou. Ah oui, ça. Les voitures, c'est foutu. Ma boîte, mon histoire, l'émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien.